Oui, alors il y a un point important, on va présenter quelques messages clés. Il faut savoir que quand on est dans le travail sur le quantique, dans le syndrome de l'imposteur. Hein, parce que de quel droit est-ce qu'on va présenter des analyses ou des messages correspondant à des points particulièrement sensibles? Donc on est vraiment sur des synthèses qui ont été produites par le groupe, des éléments qui ont été discutés par le groupe. Pour commencer simplement, effectivement, on a un enjeu qui est de considérer que le calcul quantique reste des domaines sur des domaines d'application de calcul particuliers. C'est ce qu'a expliqué Christophe tout à l'heure, des problématiques de simulation, des problématiques d'optimisation, certaines problématiques d'adressage. Ça, c'est un point particulièrement important. Toutefois, il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, le calcul classique s'inspire du calcul quantique dans un certain nombre de domaines pour améliorer les processus, les procédures, notamment dans le domaine des réseaux de tenseurs. Donc il y a des progrès qui sont liés aux innovations directement produites par le calcul quantique. Un point important également à retenir, vous le savez pour la plupart d'entre vous, c'est que les calculateurs quantiques ne fonctionnent jamais seuls. Ils fonctionnent toujours en relation avec des HPC, des supercalculateurs ou d'autres dispositifs. Donc il y a quelque chose à retenir aussi, c'est le calculateur quantique n'est jamais seul. Donc quand on vous parlera d'un ordinateur quantique qui fonctionnerait indépendamment du reste, c'est un gros mensonge. Donc jamais seul, parce que pour faire tourner, pour réaliser les opérations du calcul quantique, il va vous falloir préparer les données, les interpréter, les encoder, etc. Et pour ça, vous avez besoin de matériel de très haut niveau et de matériel classique de très haut niveau. Et donc l'interaction entre le matériel classique et les processeurs quantiques est un des enjeux majeurs, effectivement, sur lesquels nous avons travaillé. Deuxième message, alors là on est sur quelque chose que vous connaissez aussi, qui est un message plutôt d'espoir, c'est les premières démonstrations de l'avantage des calculateurs quantiques sont en voie d'être réalisées, ou elles sont déjà réalisées. Alors le calcul quantique, ça fonctionne, il y a des applications. La question c'est est-ce que le calcul quantique produit des résultats plus rapidement, de manière plus économe en énergie, voire plus précise ou moins coûteuse que le calcul classique? La réponse est oui, mais nous avons encore très peu de cas qui permettent de montrer ces avantages. Le fait qu'il y en ait peu et le fait qu'il y ait des développements très significatifs dans le domaine des calculateurs depuis quelques années montre qu'on est quand même sur la voie de la démonstration de ces avantages. Mais d'une manière générale, et vous le savez, aujourd'hui, nous sommes au stade expérimental du calculateur quantique. On n'en est pas du tout dans une phase industrielle. Donc ça, c'est très important par rapport aux éléments qui vont vous être présentés ensuite, et notamment par rapport à ce développement et à ces promesses qui sont indiquées, il n'y a pas de verrou scientifique majeur, mais il y a des verrous technologiques qui sont absolument considérables. Et certains le diront, on est à peu près dans le même état qu'en 1950 ou en 1960 par rapport au développement de l'informatique classique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc les étapes et les jalons à franchir sont tout à fait significatifs. Et donc ces jalons, on va les voir, les principaux. Donc vous entendez parler d'ordinateurs avec des nombres de qubits, 433 pour les derniers d'IBM, on envisage 1000 qubits dans les roadmaps. Il faut savoir que c'est proportionnel à la puissance, c'est-à-dire que le nombre de qubits va donner la capacité de réaliser un certain nombre d'algorithmes. Et pour le moment, on est vraiment sur des nombres de qubits qui ne permettent pas de réaliser beaucoup d'algorithmes. Et donc c'est vraiment un des grands verrous, c'est quelle capacité demain on aura à piloter un grand nombre de qubits, sachant que ça pose des questions de la chaîne de commande, ça pose des questions de miniaturisation, des questions de coût. Et un des plus gros challenges, le disait IBM dans une interview, ça va être cette chaîne de commande et de piloter en fait ces qubits. Autant on pourrait arriver à faire 100 000 qubits, mais le pilotage va être vraiment un problème crucial. Et en parallèle de ça, c'est le nombre d'erreurs, le taux d'erreur de ces qubits. On arrive à des taux, le problème c'est que les taux d'erreur sont assez importants. On est de l'ordre de 10-2, 10-3, alors qu'un ordinateur classique, on a des taux d'erreur de 10-18, ce qui fait qu'en plus ces taux d'erreur se multiplient au fur et à mesure des calculs. Donc vous augmentez au final, si vous avez un millier de calculs, ben, le taux d'erreur final. Donc, et le problème qui se pose, c'est plus on augmente le nombre de qubits,
plus ce taux d'erreur est important. Le taux d'erreur d'opération à 2 qubits est important. Et donc, il y a une sorte de progression qui est difficile à avoir, ne serait-ce que pour les ordinateurs à porte, mais aussi pour les ordinateurs analogiques. On a besoin d'augmenter ce nombre de qubits, on a besoin de diminuer ce taux d'erreur. Rentre en jeu ensuite une troisième verrou, c'est la correction d'erreur. Vous entendez parler, il y a eu des publications de Google comme quoi ils ont arrivé à faire de la correction d'erreur et faire un qubit logique qui était malheureusement à des niveaux, des taux d'erreur supérieurs au qubit physique. Mais c'est vraiment le jalon important si on veut faire du FTQC, du Fault Tolerant Quantum Computing, c'est cette correction d'erreur. Alors il y a des progrès. Il y a eu une publication récente d'IBM qui a montré qu'avec des nouveaux codes de correction d'erreur qui ne sont pas des codes de surface mais des codes LDPC, on arrive avec un petit nombre de qubits physiques à appliquer ces taux d'erreur, à faire un qubit logique. Par contre, ça induit des problématiques de topologie, d'intégration de ces codes d'erreur. Donc il y a des progrès, mais c'est vraiment le jalon important dans les années futures. Une fois qu'on a fini, qu'on fait la correction d'erreur, qu'on arrive à faire des qubits logiques, le tout, c'est de faire des portes, et c'est-à-dire comment faire fonctionner les qubits logiques entre eux par des portes logiques. Et là, c'est encore un autre challenge. On n'est pas encore réussi à faire ça. Et donc, c'est vraiment les 3 verrous majeurs. Alors, il y a aussi un verrou qui est connecté au nombre de qubits sur certaines technos, notamment les qubits supraconducteurs, sur d'autres qubits. On n'arrivera pas à augmenter sur la densité du nombre de qubits par puce. Et beaucoup de roadmaps, beaucoup de constructeurs envisagent la connexion de cœurs quantiques entre eux. Et donc d'interconnecter les cœurs. Et donc ça, c'est un verrou majeur pour un certain nombre de technologies. Même Pascal imagine aussi pouvoir arriver à interconnecter plusieurs cœurs entre eux, ce qui permettra de passer le jalon d'un certain nombre de milliers de qubits. On imagine un jalon à 1000, 10 000 qubits maxi, et à partir de cette techno, de ce nombre, il faudra interconnecter les cœurs entre eux. Et ça, pour le moment, c'est pas fait. Oui, alors vous voyez que cette prospective, c'est aussi une prospective de la manière dont vont pouvoir être levés un certain nombre de verrous technologiques. C'est le cœur, effectivement, de la réflexion, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de problématique scientifique majeure, même s'il y en a un certain nombre d'entre elles, qu'on a déjà des cas d'application, que les entreprises vont être préparées, mais on est vraiment sur une prospective, effectivement, qui va tourner autour de la manière dont vont se lever ces verrous technologiques. Il y a un verrou qui est à la fois industriel et technologique, qui concerne les chaînes de commande. Il faut imaginer que dans les développements des calculateurs quantiques, on va atteindre des niveaux de plusieurs milliers, centaines de milliers, voire millions de qubits physiques. Pour chacun de ces qubits, il va falloir effectivement pouvoir les piloter, pouvoir les initialiser, les contrôler, les mesurer. C'est l'objectif des chaînes de commande. Aujourd'hui, une chaîne de commande, c'est en termes de capacité technologique et en termes de coût, déjà un enjeu assez considérable. Certains disent qu'on est entre 80 000 $ et 100 000 $ pour une chaîne de commande pour un qubit. Vous voyez derrière cela l'enjeu absolument majeur en matière de miniaturisation, de réduction de coûts, d'industrialisation de ces chaînes de commande. On se concentre trop souvent sur la partie cœur, effectivement, du calculateur quantique. Il y a là un enjeu technologique, industriel absolument considérable. Cependant, on a des différences avec la variété des technologies disponibles en matière de production des qubits qui sont plus ou moins, qui amènent à un nombre de qubits plus ou moins important. Et donc cet enjeu en matière de chaîne de commande peut être un petit peu relativisé en fonction de la nature des technologies. Mais il s'agit là d'un enjeu technologique et industriel majeur sur lequel nous avons également travaillé. Alors là, on va arriver à un enjeu, un message qui fait écrire beaucoup d'encre et qui nous a fait beaucoup parler. C'est la QRAM, la Quantic Random Access Memory. Alors, il n'y a pas vraiment de définition de cette QRAM, mais on voit que pour un certain nombre de scénarios, pour un certain nombre d'algorithmes, elle sera nécessaire. Et donc, c'est par essence le calcul quantique qui permet de résoudre des problèmes à forte intensité de calcul qui nécessitent un faible volume de données.
Ça, on ne l'a pas dit, mais le calcul quantique par essence ne peut pas traiter un nombre énorme de données. Et donc, c'est des calculs de haute intensité avec un volume faible de données. Et la QRAM pourrait permettre de lever un certain nombre de ces verrous, notamment sur des algorithmes de Grover, donc de recherche dans des bases de données non indexées. Après, il y a un chercheur, Nicolas Sangoire du CEA, qui dit aussi qu'on peut utiliser cette QRAM et qui permettra d'accélérer en fait des calculs en utilisant une partie de la QRAM qui permettra d'alléger en fait le calcul des ordinateurs. Donc avec 100 qubits logiques, en utilisant la QRAM, on pourrait réaliser des algos qu'on ne pourrait pas sans la QRAM. Donc voilà, par contre, il se pose des grosses questions théoriques sur la faisabilité de cette QRAM. Est-ce que c'est possible même scientifiquement? Donc, et il n'y a pas de définition vraiment très précise, où il y en a plusieurs de cette QRAM, sachant qu'il ne faut pas la confondre avec la mémoire quantique, mémoire tampon, qui permet en fait d'interconnecter des cœurs quantiques dont j'ai parlé tout à l'heure et qui permet de transmettre l'info pour augmenter le nombre de qubits utilisables. Donc, ensuite, un autre message clé qui est, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'algorithmes qui sont opérationnels. C'est notamment, on a uniquement les algorithmes d'optimisation combinatoire. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'algorithmes pour les équations différentielles partielles, pour tout un tas de simulations qui, pour le moment, ne sont pas accessibles ou vraiment très peu sur des jeux de données qui sont très réduits. Et voilà. Et donc, ça pose la question aussi des progrès dans l'algorithmie, qui est un verrou important. Il faut savoir qu'avec 100 qubits logiques, c'est vraiment un verrou en dessous duquel on ne pourra pas réaliser grand-chose d'utilisable pour des cas pratiques, et que ce niveau-là, de 100 qubits logiques, est un jalon qu'on identifie souvent dans les scénarios et qui permet ensuite d'aller sur des algorithmes qui auront une portée plus terrain, plus réelle, avec des applications industrielles. Alors, on va arriver un petit peu à la partie cas d'usage, développement, incidence du calcul quantique sur un certain nombre d'activités. Ce sera présenté plus complètement à travers les scénarios qui suivront. De manière générale, au regard des travaux que nous avons pu consulter et puis des partenariats qui ont été menés, donc on rappelle que nous n'avions pas le secteur de la défense dans nos partenaires, il y a déjà des premiers marchés de déploiement, en tout cas qui sont sur le point d'aboutir dans le cadre de dispositifs qui restent des dispositifs expérimentaux. On n'est pas encore sur une phase industrielle avec des outils qui vont pouvoir être utilisés de manière générique, récurrente et être intégrés de manière rapide dans tous les process. La finance, optimisation financière, les outils et les tests existent, les dispositifs ont montré leur intérêt, on est sur de la recherche effectivement d'amélioration d'efficacité, d'amélioration de la vitesse, mais les dispositifs existent. En matière de chimie, on a dit qu'il y avait un certain nombre de promesses dans le domaine. En matière de chimie, sur des problématiques d'optimisation ou de simulation aujourd'hui très réduites, je ne dis pas qu'on est sur quelque chose qui aujourd'hui apporte des résultats très significativement supérieurs à ce que l'on peut faire avec des ordinateurs classiques. On considère à travers les cas d'usage qui ont été étudiés qu'il y a un marché de déploiement significatif à moyen terme. La logistique, là, par rapport aux outils d'optimisation qui sont les plus proches de ceux qui sont mis en place aujourd'hui en termes d'algorithmes et notamment avec les machines analogiques, on a également déjà des résultats. Et puis, probablement dans le domaine de la santé, alors à titre personnel, moi je suis un tout petit peu plus réservé sur la vitesse de déploiement sur le domaine de la santé, notamment sur les aspects d'ingénierie moléculaire, de simulation de protéines qui requièrent de très très grandes capacités de calcul, mais il y a d'autres applications possibles dans le domaine de la santé qui sont significatives. En termes d'impact sur les business models, nous avons considéré ici, dans le cadre notamment du développement du FTQC, donc de l'ordinateur à porte ou de l'ordinateur universel, que les domaines qui étaient les plus impactés, les plus en situation potentielle de disruption, c'est plutôt le domaine de la chimie et plutôt le domaine de la santé. Alors, pourquoi pas le domaine de la finance ou de la logistique? Parce que l'on considère que sur la finance, s'il y a un avantage quantique
en matière d'optimisation des risques pour un opérateur banquier ou financier, cet avantage-là devra être partagé avec d'autres. Sinon, on a une distorsion de concurrence. Et c'est le cas sur un certain nombre de problématiques que nous avons pu étudier. Sur les outils logistiques également, on considère qu'on sera sur des outils qui seront assez largement partagés. Par contre, dans le domaine de la chimie et dans le domaine de la santé, il peut y avoir un certain nombre de disruptions, d'innovations sur lesquelles les acteurs qui seront effectivement mieux préparés que d'autres peuvent gagner plus significativement des transformations de leur métier. Cependant, d'une manière générale, si on peut passer au suivant. Voilà. Cependant, d'une manière générale, nous avons considéré, après examen d'une centaine de cas d'usage avec les participants, mais on pourra le rééclairer tout à l'heure, que les impacts économiques du calcul quantique, en tout cas à l'horizon des 10-15 prochaines années, seront essentiellement de l'ordre de l'amélioration des performances et des process, non de la disruption. Ça veut dire que les grandes transformations que l'on peut attendre en matière d'innovation radicale, de rupture, sont plutôt à des horizons de fin de période par rapport à nos travaux, c'est-à-dire 2040 et au-delà, que l'horizon des 10 prochaines années. Et je me rends compte qu'en zappant tout à l'heure, j'ai loupé une slide qui est passée inaperçue. Voilà, c'est celle-ci. C'est la coexistence des machines à porte et analogiques. Beaucoup imaginent que lorsque le FTQC arrivera, l'analogique disparaîtra. Et en fait, dans nos scénarios, ce n'est pas ce qu'on pense. Et on pense que l'analogique profitera des progrès de toutes les autres technologies NISQ ou à porte et continueront à exister, même trouver une niche sur des cas précis et avec des coûts plus abordables, avec des machines plus abordables. Donc ça, c'est aussi cette coexistence des deux technologies qui existera. Je reviens sur nos slides. Voilà, donc les enjeux sociétaux. On a réfléchi, on verra après dans le cadre de la conférence, qu'est-ce que le quantique va impliquer sur les enjeux sociétaux. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment d'impact, que ça soit sociétal ou éthique, spécifique au calcul quantique. En fait, on rejoint les enjeux du digital, les enjeux de l'intelligence artificielle, et que toutes les questions qui vont se poser sur le calcul quantique dans la société, en fait, ce ne sont pas foncièrement différents de la révolution digitale qui arrive, que ce soit sur la privacité des données, que ce soit sur ce qu'on peut faire, sur l'amélioration des performances. Et donc, il n'y a pas vraiment de grosses différences, si ce n'est le déficit d'image. C'est-à-dire que le quantique est encore plus mystérieux que l'intelligence artificielle pour le grand public, et c'est un sujet sur lequel il faut travailler pour ne pas essayer d'avoir un effet boomerang d'une opposition d'une certaine partie de la société civile. Et le dernier message clé, on entend parler aussi de l'ordinateur quantique va consommer énormément d'énergie, c'est quelque chose qui va polluer, qui va entraîner des consommations d'électricité énormes. À première vue, selon les experts qu'on avait consultés ou des calculs qu'on a pu faire, il n'y a pas vraiment d'enjeu lié à la consommation énergétique du quantique. C'est en termes de consommation. Par contre, ça peut apporter des améliorations par rapport à d'autres systèmes HPC pour le même rendu, pour le même travail.